Une fois, t'es-tu déjà demandé si cette personne qui a quitté ta vie pourrait revenir? Qu'est-ce qui pousse un ex à rechercher à nouveau ce qu'il a laissé derrière lui? Ce sujet est aussi ancien que l'amour lui-même, et aujourd'hui, nous te révélerons une clé surprenante. Si tu as déjà eu l'impression que la porte s'est fermée sans avertissement, reste ici, car nous allons explorer une histoire réelle et puissante qui t'ouvrira les yeux sur quand et comment une personne peut revenir dans ta vie. Dans cette vidéo, tu découvriras une histoire captivante, celle d'une femme qui, sans le savoir, a rempli les conditions exactes pour que son ex revienne. Mais la surprise fut plus grande quand elle comprit qu'après tout, le retour semblait être une victoire. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une nouvelle épreuve. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à décider de revenir? Le retour est-il vraiment un signe de stabilité ou une garantie d'un amour renouvelé? À la fin de cette vidéo, tu auras de la clarté sur cela et tu apprendras à voir ces retours avec une perspective complètement nouvelle. Ce que je vais te raconter ici n'est pas seulement une histoire ni une promesse vide. À travers cette expérience, tu comprendras comment les décisions et l'attitude de notre protagoniste ont été fondamentales pour créer l'espace adéquat qui a permis le retour et comment elle l'a géré une fois qu'il a frappé à sa porte. Ce n'est pas un conseil pour récupérer ton ex, mais un guide pratique pour comprendre ce qui pousse quelqu'un à vouloir revenir et surtout, si cela a vraiment la valeur que nous avons tendance à lui donner. Reste avec nous et laisse-toi emporter par cette histoire, car après l'avoir vue, tu sauras identifier si les conditions sont réunies pour un retour. En analysant cette situation avec les enseignements de grands psychologues, tu comprendras non seulement ce qui peut faire revenir cette personne, mais aussi la signification profonde des retours. Alors, ajuste le volume, prépare-toi à découvrir quelque chose d'unique et rappelle-toi. Le retour n'est que le premier pas. Ce qui importe vraiment, c'est ce que nous faisons lorsque cette porte se rouvre à nouveau. La nuit était chaude et dense dans la ville de Mexico, et Valeria sentait son cœur s'accélérer dans le petit ascenseur alors qu'il montait au 4e étage. C'était comme si l'air vibrait d'anticipation, et elle ne pouvait s'empêcher de sourire en remarquant comment Mathias la regardait du coin de l'œil, avec cette mélange de désir et de nostalgie dans le regard, une expression qu'elle avait oubliée à quel point elle lui plaisait. La douce lumière du couloir les accompagna jusqu'à la porte de la chambre. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils savaient tous les deux que cette rencontre avait attendu trop longtemps. En entrant, Mathias ferma la porte derrière eux avec un doux clic. À peine avait-il franchi le seuil qu'il s'approcha d'elle avec une urgence inattendue, comme s'il ne pouvait laisser passer une seconde de plus sans la sentir près de lui. Il la prit dans ses bras et l'embrassa profondément. C'était presque comme s'il s'évanouissait sous ses pieds. Cela faisait des mois depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus, et bien qu'ils aient tous les deux essayé d'avancer, les blessures et les souvenirs étaient toujours là, tapis dans l'ombre, attendant un moment comme celui-ci. « Je ne peux pas vivre sans toi », murmura Mathias d'une voix rauque entre les baisers, comme si ces mots avaient été emprisonnés dans sa poitrine tout ce temps. Valeria sentit un frisson parcourir son dos et se laissa aller, s'autorisant à ignorer les problèmes, les disputes et les nuits où elle avait juré de ne plus jamais tomber dans ses bras. En cet instant, rien d'autre n'importait que la chaleur de sa peau et l'intensité de leur regard. C'était comme si, à chaque caresse, ils essayaient de récupérer le temps perdu. À chaque murmure, ils tentaient d'effacer les doutes qui les avaient un jour séparés. La chambre, illuminée seulement par le reflet des lumières de la ville qui filtraient à travers les rideaux, devint leur petit refuge. À toute autre réalité, les bruits de la rue, les lumières au néon, le murmure lointain de la ville, tout semblait s'évanouir alors qu'ils tombaient ensemble sur le lit, enlacés, s'accrochant l'un à l'autre comme si c'était le dernier moment qu'ils partageraient. Mathias la caressait, avec une tendresse que Valeria avait à peine oubliée. Ses mains parcouraient chaque centimètre de sa peau et elle fermait les yeux, sentant comme la douleur qui l'avait accompagnée tout ce temps se dissolvait dans ses bras. C'était une rencontre qui semblait inévitable, comme si tous deux avaient été entraînés par une force qu'ils ne pouvaient contrôler. Ils s'embrassèrent encore et encore, leurs corps entrelacés dans un ballet mêlant désespoir et désir, jusqu'à ce qu'enfin ils tombent dans le silence, enveloppés dans la chaleur du lit et la légère lueur de la nuit. Valeria, encore avec une respiration haletante, se tourna vers lui. Mathias la regardait en silence et, pendant un instant,
le temps sembla s'arrêter. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle dans un murmure chargé de vulnérabilité et d'espoir. Il resta silencieux et le regard de Mathias changea, comme si la question l'avait secoué. Valeria observa comment cette intensité avec laquelle il l'avait regardé quelques secondes auparavant semblait s'évanouir, comme si une ombre se mettait entre eux. Puis, il répondit quelque chose que dans ce même instant a fait que l'air se figea dans la chambre. Que dit Mathias qui l'a tant affecté? Parce que ces mots, après une nuit de passion et de tendresse, lui ont fait mal comme rien d'autre. Ces questions flottaient encore dans l'air de cette chambre silencieuse. Mais, d'accord, ne nous précipitons pas, revenons au début. Valeria et Mathias se sont rencontrés un samedi après-midi dans un parc. L'air était frais et le soleil se filtrait à travers les branches des arbres. Elle était assise sur un banc, en train de lire un livre, quand il trébucha maladroitement près d'elle. Il leva les yeux, et là, il était, avec un sourire légèrement embarrassé et des yeux remplis d'une étincelle amusante. « Tout va bien ?» demanda Valeria, en retenant un sourire. « Oui, même si ce n'était pas mon entrée la plus impressionnante, » répondit-il avec un rire. À cet instant, quelque chose entre eux s'emboîta, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Depuis ce jour, ils devinrent inséparables. Ils commencèrent à se voir régulièrement, et leur premier rendez-vous était simple, mais plein de promesses. Ils se promenaient ensemble dans les rues pavées du centre-ville, s'arrêtant à chaque coin de rue pour parler de n'importe quoi, leurs rêves, leurs peurs, et tout ce qu'ils avaient imaginé pour leur vie. Mathias était un rêveur passionné, et Valeria se sentait envoûtée par le charme de son rire et par son regard. L'idée d'un pour toujours commença à flotter entre eux, bien que personne ne le dise à voix haute au début. Un soir, alors qu'il se promenait sur la place principale, Mathias lui prit la main et lui dit sans hésitation « Je veux partager ma vie avec toi. Je ne sais pas comment ni quand, mais je veux que cela dure, Valeria. Je veux un avenir ensemble. » Valeria sentit son cœur battre la chamade et, à ce moment-là, elle sut qu'elle était prête à tout avec lui. Ils commencèrent bientôt à faire des plans à long terme. Ils parlèrent de se marier, d'avoir des enfants, d'hériter de leurs rêves, de voyager ensemble et de parcourir le monde. Entre rires, ils partagèrent leurs fantasmes sur tous les endroits où ils iraient, les pays qu'ils visiteront et les aventures qu'ils vivraient. Ils se promirent un amour éternel, et tous deux croyaient avec ferveur que leur relation était différente, quelque chose destiné à durer pour toujours. Mais les choses commencèrent à changer. Mathias changea de travail. L'opportunité semblait parfaite. Une entreprise reconnue dans la ville lui avait offert un poste dont il avait toujours rêvé. Valeria était heureuse pour lui et le soutint inconditionnellement, l'encourageant à accepter le travail. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au fil du temps, ce nouvel emploi allait consumer chaque aspect de leur relation. Au début, ce n'était que de petits détails. Mathias commença à arriver en retard à leur rendez-vous et à annuler des plans à la dernière minute. Valeria essayait de le comprendre et d'être patiente, se disant qu'il traversait une période d'adaptation. Mais, au fil des semaines, les changements chez lui devinrent de plus en plus évidents. Mathias commença à devenir distant, absorbé par les affaires de son travail, et Valeria remarquait comment la passion qui les avait unis semblait s'évanouir. « Quand a été la dernière fois que nous sommes sortis juste tous les deux ?» demanda Valeria un soir pendant qu'ils dînaient en silence dans son appartement. Mathias la regarda surpris et, après un moment, haussant les épaules, il répondit « Tu sais que j'ai été occupé. » Valeria ressentit une douleur sourde. Elle savait que c'était important pour lui, mais elle savait aussi que quelque chose dans leur relation se brisait. Elle essaya de lui parler à plusieurs reprises, mais se heurta toujours à des réponses évasives. L'intensité et l'enthousiasme avec lesquels il avait l'habitude de la regarder semblaient s'être éteints. Les soirées, qui auparavant étaient remplies de conversations interminables et de rires, se transformèrent en longs silences vides. Mathias, qui était autrefois un homme chaleureux et attentionné, semblait s'être transformé en un inconnu. Valeria avait l'impression que l'amour qui les avait unis était dévoré par la routine et le stress. Souvent, elle le voyait partir tôt le matin, à peine lui donnant un baiser avant de sortir, et revenir tard le soir, le visage épuisé et l'esprit ailleurs. Un jour,
Décidée à tenter de sauver ce qui restait de leur relation, Valeria organisa une escapade pour le week-end. Elle réserva un chalet dans les montagnes où elle espérait qu'ils pourraient se reconnecter et se rappeler tout ce qui les avait unis au départ. À leur arrivée, la nature et la tranquillité du lieu semblèrent avoir un effet positif sur eux deux, et Valeria se sentit prête pour la première fois en semaine. « C'est exactement ce dont nous avions besoin, » lui dit-elle, en le regardant avec un sourire. Il hocha la tête, mais sa réponse était mécanique, sans l'enthousiasme d'autrefois. Ils essayèrent de profiter du week-end, mais la barrière qui s'était élevée entre eux était évidente. Même dans ce lieu entouré de nature, Valeria sentait que Mathias était à des kilomètres de distance. Finalement, lorsque l'inconfort et le silence devinrent insupportables, Valeria l'affronta. « Mathias, que se passe-t-il » lui demanda-t-elle avec un mélange de tristesse et de frustration. « Tu n'es plus le même. J'ai l'impression de perdre l'homme dont je suis tombée amoureuse. » Il soupira et, au lieu de la regarder, fixa son regard sur le sol. « Je ne sais pas, » dit Valeria d'une voix éteinte. « Ce n'est pas que je veuille m'éloigner, mais j'ai tant de choses en tête, tant à penser, et j'ai l'impression que tu ne comprends pas. » Les mots tombèrent comme un coup pour Valeria. Elle avait tout essayé pour être son soutien, pour le comprendre et être à ses côtés, mais maintenant il l'accusait de ne pas le comprendre. La tristesse qu'elle avait contenue se transforma en une profonde déception. Elle se rendit compte qu'en dépit de ses efforts, Mathias n'était plus disposé à se battre pour ce qu'ils avaient. À partir de ce moment-là, la relation commença à se fracturer encore plus. Valeria se sentait seule, même quand il était à ses côtés. Les promesses qu'ils s'étaient faites, les rêves d'un avenir ensemble, tout semblait se dissiper. Mathias commença à s'absenter plus souvent, non seulement lors des nuits de travail, mais dans tous les aspects de la relation. Leurs conversations se réduisirent à des sujets superficiels et à des échanges rapides. L'amour semblait être devenu une routine. Un après-midi, Valeria trouva dans son appartement une petite boîte dans laquelle il avait l'habitude de ranger des souvenirs d'eux deux, des photos, des billets de cinéma, des notes d'amour. La boîte était couverte de poussière, oubliée au fond d'une étagère. En l'ouvrant et en voyant ses souvenirs, Valeria ressentit comment la nostalgie et la douleur se mêlaient dans sa poitrine. Elle ne put s'empêcher de penser à tout ce qu'ils avaient été et à ce qu'ils étaient devenus, à la facilité avec laquelle elle était tombée amoureuse et à la douleur de voir leurs rêves partagés s'effondrer. Finalement, le jour arriva où Mathias lui dit ce qu'elle craignait d'entendre. « Valeria, je pense que nous avons besoin d'un temps. Je ne sais pas si je suis prêt pour ce que nous avons prévu. » Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Elle ne sut pas quoi dire. Elle sentit que le sol sous ses pieds disparaissait et que tout ce qu'elle avait construit à ses côtés s'effondrait en quelques secondes. La relation qui avait un jour été pleine de promesses d'éternité et d'amour inébranlable se désagrégeait maintenant devant elle. Mathias la quitta avec une dernière étreinte froide, un regard vide et une porte qui se fermait derrière lui. Valeria, presque 40 ans, regardait son reflet dans le miroir de sa salle de bain et avait à peine reconnu son image. La douleur de la rupture avec Mathias l'avait laissée brisée et les jours semblaient se dérouler dans une brume interminable de tristesse et de solitude. Avant, elle avait eu des rêves d'amour, d'une relation durable, et à un moment donné de fonder une famille avec lui. Mais maintenant, ce qu'elle voyait en regardant son reflet, ce sont ses yeux rougis et les traces de maquillage coulées. Son mascara, qui se mêlait aux larmes, laissait des taches sombres sur ses joues, et le désordre dans ses cheveux lui importait à peine. Chaque matin, Valeria se forçait à se lever et à affronter le monde, mais l'effort était épuisant. Elle se rendait à son travail dans un petit bureau anodin où elle échangeait à peine quelques mots avec ses collègues. Les vêtements qu'elle portait ne montraient plus le soin et la joie qu'elle avait autrefois. Elle prenait simplement la première chose qui lui tombait sous la main dans son armoire. Les jours où elle se présentait au bureau avec les cheveux en désordre et les yeux gonflés devenaient si fréquents que plus personne ne lui demandait si ça allait. Tout le monde le supposait, mais personne ne savait comment l'aider. À la fin d'une longue journée, Valeria rentrait chez elle, fermait la porte derrière elle et enfin se permettait de pleurer sans retenue.
Ses accès de larmes étaient intenses, et elle sanglotait sur le canapé, blottie comme une enfant. Elle se répétait souvent à voix basse, avec un mélange de douleur et de désespoir. « Pourquoi, Mathias? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Ces mots se perdaient dans le vide de son foyer, et l'écho de sa propre voix la faisait se sentir encore plus seule. Les nuits devenaient un tourment. Le lit paraissait immense et froid, et son esprit la trahissait. Elle se rappelait de ses promesses, des mots doux, des nuits où il l'embrassait jusqu'à s'endormir, et la douleur la paralysait une et l'autre fois. Les jours passaient, et sa tristesse se transformait en un vide insupportable, une sorte de syndrome de sevrage émotionnel. Valéria manquait Mathias d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. La nuit, sa main tremblait en composant son numéro, mais elle raccrochait toujours avant que l'appel puisse se terminer. Chaque tentative échouée la laissait encore plus dévastée, et ses pensées la tourmentaient, la remplissant de doutes et d'autocritique. Une nuit, après avoir passé la journée à pleurer sans réconfort, elle décida d'essayer de remplir ce vide avec de la nourriture. Elle ouvrit le réfrigérateur et, sans penser aux calories ni au malaise que cela lui provoqua ensuite, dévora tout ce qu'elle trouva. Du pop-corn, des chocolats, même des restes de pizza de la semaine précédente. La nourriture lui donnait une satisfaction éphémère, mais à peine avait-elle terminé que le sentiment de culpabilité l'enveloppait, avec un estomac lourd et un mélange de tristesse et de regret. Elle retournait sur le canapé et continuait à pleurer. Un autre jour, désespérée, elle décida de sortir avec un homme qu'elle avait rencontré récemment lors d'une réunion d'amis. Il semblait gentil, intéressé par elle, et Valéria pensa qu'un nouvel amour pourrait l'aider à oublier Mathias. Elle accepta de sortir avec lui et, dans une tentative de retrouver sa dignité et son estime de soi, elle se prépara du mieux qu'elle put. Cependant, ses yeux montraient encore une fatigue que même le maquillage ne pouvait cacher. La rencontre fut agréable au début. Valéria essaya de sourire et de se concentrer sur ce que son accompagnant disait. Mais au fond, tout lui semblait étranger. À un moment de la nuit, il lui prit la main et lui sourit. Valéria sentit un coup de tristesse, sans pouvoir l'éviter. Son esprit la ramena au souvenir avec Mathias, la comparaison était inévitable, et un nœud d'émotions amères commença à se former dans son ventre. Ils décidèrent d'aller chez lui pour prendre un dernier verre, mais à peine la porte fut-elle fermée que Valéria ressentit l'envie de pleurer. Son accompagnant tenta de s'approcher et de l'embrasser, mais Valéria ne put résister à la vague de tristesse qui l'envahissait. Elle s'éloigna de lui et, sans contrôle, commença à pleurer. Son sanglot était si intense et déchirant que l'homme surpris et confus ne sut que faire. « Pardonne-moi » murmura Valéria, essayant de contenir les larmes en se couvrant le visage avec les mains. « Je ne peux pas, je ne l'ai pas encore surmonté. » L'homme la regarda avec empathie et s'approcha pour lui offrir un câlin. Bien que l'intention fût de réconforter Valéria, elle ressentit une immense honte et tristesse. Chaque seconde passée à ses côtés la faisait se sentir plus fragile et vulnérable. « Tu n'as pas à t'excuser » lui dit Valéria, essayant d'apaiser sa souffrance. « Nous sommes tous passés par là un jour. » Mais ces mots ne l'apaisèrent pas. Au contraire, ils la firent se sentir plus petite, comme si sa douleur était quelque chose de trivial que quiconque pourrait surmonter. Elle s'éloigna de lui en murmurant des excuses et l'accompagna à la porte, à peine capable de lui tenir le regard. Quand il s'en alla, Valéria se retrouva seule une fois de plus, entourée de sa tristesse et des souvenirs qui la tourmentaient. Les semaines passèrent et sa vie devint une routine de travail, de larmes et d'épuisement émotionnel. Elle avait perdu du poids car elle mangeait à peine, et quand elle le faisait, elle se gavait de nourriture malsaine pour combler ce vide qui semblait infini. Au travail, certains collègues s'approchaient d'elle avec inquiétude, mais elle évitait leurs regards et leurs questions, s'enfermant dans son propre monde de douleur. L'effort de faire semblant d'aller bien la laissait épuisée, et souvent elle rentrait chez elle avec le mascara coulé, les cheveux en désordre et les vêtements froissés. Un après-midi, assise sur son lit et regardant le plafond, Valéria sentit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle se rappelait les mots que Mathias lui avait dits, les promesses qu'il avait rompues, et se demandait si elle pourrait un jour s'en remettre. L'idée de devenir la vieille fille célibataire et pauvre la terrifiait, et cette peur la poussait à se questionner.
Valeria essaya d'écrire dans son journal, tentant de vider sa douleur en mots, mais même cela lui était difficile. Elle avait l'impression que le temps s'arrêtait et que sa vie était devenue une succession de jours sans sens. Finalement, elle se recroquevilla dans son lit, serrant l'oreiller, et laissa les larmes couler. Une fois de plus, la douleur de la perte, la solitude et le sentiment d'échec l'étouffaient. Elle savait qu'elle devait trouver une issue, mais à ce moment-là, le vide semblait trop grand et l'obscurité trop profonde. Valeria avait l'impression que sa vie s'effondrait devant ses yeux sans pouvoir arrêter la chute. Après des mois de douleur, de nuits d'insomnie et de jours gris sans fin, son rendement au travail déclinait lentement jusqu'à devenir insoutenable. Chaque matin, elle arrivait en retard, sans énergie, avec les mêmes vêtements froissés des jours précédents et le maquillage coulé. La désinvolture et l'abandon personnel se reflétèrent dans son travail et il ne fallut pas longtemps avant que son patron, visiblement mal à l'aise, ne l'appelle dans son bureau. « Valeria, je déteste devoir te dire cela, mais nous ne pouvons plus compter sur toi. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui soit à 100%, dit-il. Sa voix s'évanouit, laissant entrevoir l'inconfort de ce moment. Valeria acquiesça, sans même essayer de se défendre. Elle pouvait à peine le regarder dans les yeux. Elle prit son sac et sortit du bureau avec un mélange de résignation et de honte. Elle avait l'impression que le monde la compressait. Chaque pas qu'elle faisait était comme porter le poids de toutes les déceptions qui s'étaient accumulées dans sa vie. Perdre son emploi n'était que le début d'une série d'événements qui l'entraînaient encore plus profondément dans l'abîme. Cette même semaine, sa petite chatte, Luna, qui avait été sa seule compagnie pendant ces mois sombres, tomba malade subitement. Valeria l'emmena chez le vétérinaire en pleurant, priant pour qu'elle se rétablisse, mais un jour, elle rentra chez elle et trouva Luna immobile, blottie dans sa couverture préférée. La perte de sa fidèle compagne fut dévastatrice. Luna avait été son dernier rayon d'espoir, la seule présence qui l'accompagnait dans sa solitude. Maintenant, elle se sentait encore plus seule dans son petit appartement vide. Au fil des semaines, son état émotionnel se détériora au point qu'elle négligea tout autour d'elle. Elle mangeait à peine, et quand elle le faisait, elle se remplissait de malbouffe, accumulant des emballages vides dans les coins de sa chambre. Son poids augmenta visiblement et elle finit par ne plus se regarder dans le miroir pour éviter de faire face au reflet de sa propre autodestruction. Elle passait des jours sans se doucher et l'odeur rance dans l'air se mêlait à celle de la nourriture oubliée sur la table. Un après-midi, lorsqu'elle décida enfin de sortir de son appartement pour aller acheter quelque chose à manger, elle réalisa que sa voiture n'était pas dans le parking. Après quelques minutes de confusion, elle comprit que la mairie l'avait remorquée. Elle avait mal garé sa voiture quelques jours auparavant et, dans son état de dépression, l'avait complètement oubliée. Le coût du remorquage et de l'amende étaient des sommes qu'elle ne pouvait pas couvrir maintenant qu'elle était au chômage. La situation empirait rapidement et Valeria commença à recevoir des notifications du propriétaire pour le retard de paiement du loyer. Elle fut obligée de quitter l'appartement et, n'ayant pas d'autre option, retourna chez ses parents. La vieille maison l'accueillit avec un mélange de nostalgie et de tristesse, sa mère l'attendant à la porte et son père, déjà fragile et aux cheveux gris, la regardant avec une expression d'inquiétude et de compassion. Elle monta lentement les escaliers, guidée par sa mère jusqu'à sa chambre d'enfance, celle qu'elle avait quittée des années auparavant lorsqu'elle avait décidé de devenir indépendante. En ouvrant la porte, l'odeur de bois et de souvenirs oubliés l'enveloppa. Les mêmes tableaux de son enfance pendaient au mur et les peluches de son enfance reposaient sur l'étagère intactes dans les coins de la chambre. On y trouvait encore quelques photographies de ses tantes à l'école. Elle se souvint qu'un jour, devant ses camarades, elle avait dit qu'elle ne pleurerait jamais pour personne, qu'elle était forte, invincible. Une enseignante avait raconté son expérience personnelle, comment elle avait souffert après son divorce, et Valeria, dans sa jeunesse et son arrogance, avait affirmé qu'elle ne se permettrait jamais de tomber ainsi pour une autre personne. Maintenant, ce souvenir n'augmentait que l'amertume de sa réalité. Les jours se transformèrent en une succession d'heures vides et éternelles. Sa mère lui apportait à manger dans sa chambre. Des plats pleins de soupe, des ragoûts, du pain fraîchement cuit, mais Valeria y touchait à peine.
La nourriture restait sur la table et le temps la décomposait, attirant insectes et vers qui ajoutait juste une touche plus sombre à son environnement. L'odeur était insupportable, mais elle à peine la remarquait, perdue dans la douleur de sa propre tristesse. Valeria était maintenant assise sur son lit, regardant par la fenêtre, observant les gens passer sans que son esprit parvienne à se concentrer sur quoi que ce soit. Les souvenirs l'assaillaient et les larmes jaillissaient de ses yeux sans préavis, trempant le papier toilette qu'elle amoncelait dans la chambre. Les nuits s'étaient transformées en cauchemars constants. Souvent, elle se réveillait au milieu de la nuit, en pleurs et presque en train de crier. Dans ces occasions, son père, compatissant et douloureux, s'approchait de sa chambre et l'enlaçait en silence, lui offrant une paix momentanée qui s'évanouissait dès qu'il retournait dans son propre lit. Sa santé mentale commençait à se détériorer de manière alarmante et il arriva un moment où ses parents, désespérés, décidèrent de l'emmener à l'hôpital. À son admission, Valeria avait à peine la force de protester, sa peau était pâle, ses cheveux en désordre et gracieux tombaient en mèches autour de son visage. L'équipe médicale lui administra des calmants et commença un traitement pour la stabiliser, mais la sensation de vide et de désespoir restait comme une ombre qui la suivait partout. Dans son état de délire, Valeria se rappelait des fragments de sa vie comme s'ils étaient des scènes floues d'un vieux film. Elle se souvenait de Mathias, de son rire, des promesses d'amour, et elle sentait la douleur se revancher dans sa poitrine comme la première fois. Elle s'accrochait au lit comme si en s'agrippant au drap, elle pouvait retenir quelque chose de cette ancienne vie qui semblait maintenant si lointaine. Quelques jours plus tard, alors que sa mère l'accompagnait dans la salle d'attente de l'hôpital, Valeria pouvait à peine articuler des mots. Elle avait tellement perdu de poids que ses vêtements lui pendaient et son visage était un masque de fatigue et de tristesse. Ses parents, épuisés, se regardaient avec inquiétude, ne sachant pas comment l'aider. Elle avait touché le fond et ils ne savaient pas si leur fille redeviendrait la même. Valeria, dans le silence de la nuit, entendait le léger bip des machines de l'hôpital. Son esprit errait entre les souvenirs et le présent, entre l'amour perdu et le désespoir qui l'enveloppait. Elle savait que sa vie avait changé de manière irréparable et que le vide dans son cœur était si profond qu'elle sentait qu'il ne pourrait jamais être comblé. Après avoir touché le fond le plus sombre de sa vie, Valeria se retrouva un matin dans une réunion de neurotiques anonymes, au milieu d'un groupe d'inconnus partageant des histoires de douleur, de traumatismes et de désirs de changement. Elle se sentait hors de place, les yeux encore gonflés de tant de nuits blanches, le cœur lourd et un ressentiment latent menaçant d'éclater. Les 12 étapes que tous dans le groupe récitaient lui semblaient si lointaines, si insuffisantes pour guérir sa blessure que la colère l'envahissait. Un après-midi, incapable de se contenir, elle explosa. « Ça ne sert à rien. Vous croyez vraiment que réciter ces étapes va arranger nos vies ?» s'écria-t-elle avec une fureur qui surprit tout le monde. Il y eut des murmures et des regards mal à l'aise, mais elle continua à déverser son amertume avec des mots durs, insultant le groupe et remettant en question son utilité. Finalement, elle sortit presque en courant, furieuse et honteuse, mais pour sa surprise, quelque chose en elle la ramena. Quelques jours plus tard, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait besoin de réponses. Elle avait désespérément besoin de trouver quelque chose qui soulageait la douleur qu'elle traînait. Avec le temps, la thérapie du groupe commença à lui offrir de petits réconforts. Les histoires des autres lui montraient qu'elle n'était pas seule, que d'autres souffraient aussi, et qu'au milieu de sa lutte, il y avait un rayon d'espoir. Peu à peu, Valeria commença à s'ouvrir à de nouvelles pratiques, à des lectures qui lui offraient un peu de paix. Elle feuilletait des livres qu'elle aurait auparavant écartés sans réfléchir. Wayne, Paulo Coelho et d'autres auteurs commencèrent à peupler sa table de chevet. Chaque lecture était une petite dose de réconfort, une fenêtre vers une nouvelle compréhension du monde et d'elle-même. Un matin, après avoir lu une phrase qui résonnait profondément en elle, Valeria ressentit une impulsion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle décida de sortir courir. Elle enfila des vieilles chaussures et, avec un nœud dans le ventre, commença à courir dans le parc près de chez elle, l'air frais. Elle se frappait le visage, et bien que ses jambes tremblent, au début, elle ressentait que chaque pas libérait une partie de la tension accumulée. Elle se força à faire de cette course une habitude, à se lever chaque matin,
et à sortir dans la rue en respirant profondément. Bien que la douleur soit toujours présente, dans le parc, elle trouva une petite annonce concernant un cours de kayak sur un lac voisin. Poussée par la curiosité et le désir de se défier elle-même, elle décida de s'inscrire. Les premiers jours furent difficiles. Ses mouvements étaient maladroits et le kayak tanguait tandis qu'elle essayait de le maîtriser. Mais avec le temps, la sensation de glisser sur l'eau, le doux bruit des vagues frappant le bateau, se transformèrent en une forme de méditation, en un échappatoire pour son esprit. En voyant l'horizon dégagé devant elle, elle ressentit pour la première fois depuis des mois une légère paix, une connexion avec quelque chose au-delà de sa douleur. Cependant, les nuits restaient un défi. Valeria criait dans l'obscurité, laissant sa douleur éclater dans ses hurlements, comme si chaque cri lui permettait d'expulser l'angoisse. Elle s'entendait elle-même dans la nuit, hurlant à la vie, à ses souvenirs, à cette version d'elle-même qui semblait s'être perdue en chemin. Le cri était si profond et viscéral que parfois elle se sentait soulagée et d'autres fois simplement épuisée. Mais chaque matin, malgré tout, elle se relevait pour affronter la journée avec ce qui lui restait. Avec le temps, ses parents remarquèrent de petits changements. Sa mère la voyait se lever tôt et lorsqu'elle n'était pas au parc ou au lac, Valeria l'aidait dans l'épicerie. Le travail, bien que monotone, lui donnait une routine dont elle avait besoin. Ranger des produits sur les étagères, servir les clients, écouter les histoires des voisins qui faisaient leurs courses dans le magasin. Cela devint une sorte de thérapie silencieuse. Pendant ces heures, Valeria apprit à apprécier les moments simples et son esprit commença à trouver de petits espaces de calme. Un jour, dans la librairie du quartier, elle trouva un livre de Rolando, un conseiller conjugal très recommandé. Valeria se sentit intriguée et décida de s'inscrire à l'une de ses conférences. La première session fut révélatrice. L'écouter parler de l'importance de l'estime de soi, sur la nécessité de reconnaître sa propre valeur avant de la chercher chez les autres, fut comme un coup direct au cœur. Elle commença à comprendre que la réponse à sa douleur ne se trouvait pas chez quelqu'un d'autre, mais en elle-même, dans la reconstruction de sa relation avec elle-même, dans l'apprentissage de s'aimer et de se respecter. Des semaines plus tard, elle continuait à assister aux conférences et à lire avec ferveur, notant chaque leçon dans un petit carnet. Son apparence commença à changer. Sa peau retrouvait une légère brillance, ses yeux semblaient moins fatigués, et peu à peu le poids qu'elle avait pris pendant ces jours sombres commença à diminuer. Les fringales disparurent, et, à la place, elle trouva de la satisfaction dans ses accomplissements quotidiens. Valeria commença à adopter une alimentation plus saine, à réduire le sucre et à prendre soin d'elle-même avec une dévotion qu'elle n'avait jamais eue. Ses parents l'observaient avec un mélange de soulagement et de fierté. Ils la voyaient se lever le matin avec une énergie renouvelée, déterminée à aller de l'avant. Bien que la douleur soit toujours présente, sa mère l'enlaçait en silence en la voyant revenir du lac, le visage encore humide de l'eau et les yeux brillants d'effort et de satisfaction. Chaque nuit, lorsque le silence envahissait la maison, Valeria pleurait encore, mais ses larmes étaient différentes. Ce n'était pas la décharge désespérée d'une âme brisée, mais le reflet d'une tristesse qui commençait à se transformer en acceptation. Les blessures étaient toujours là, mais la douleur diminuait, laissant place à la reconstruction, à la possibilité de guérir et de continuer. Peu à peu, Valeria commença à retrouver sa place dans le monde. Le processus de rétablissement de Valeria fut lent, mais avec chaque pas qu'elle faisait, elle sentait quelque chose en elle se renforcer. Ses parents, qui avaient été témoins de son pire moment, la soutenaient avec dévotion. Bien que leur inquiétude ne disparût pas complètement, ils avaient tous deux une rancœur silencieuse envers Mathias, et il était évident que rien que d'entendre son nom les remplissait de colère. Sa mère, en particulier, évitait toute mention de lui, comme si sa simple présence était une menace pour la stabilité que sa fille retrouvait peu à peu. Avec le soutien de ses parents et les conférences de Rolando, Valeria commença à guérir. Les mots de Rolando l'encourageaient à se regarder à nouveau avec respect et dignité, à se souvenir de sa propre valeur, et peu à peu, elle commença à assimiler ce qu'elle avait perdu dans cette relation, sa paix, son identité et ses rêves. Chaque lecture de Walter Rizzo, chaque audio motivationnel que ses amis lui partageaient, et chaque session dans le groupe des anonymes névrosés lui offrait un peu de clarté,
un nouveau fragment de la vie qu'elle désirait récupérer. Chaque jour, Valeria marchait dans les rues du quartier, observait le monde qui l'entourait avec d'autres yeux, comme si tout ce qui l'entourait était un rappel de ce qu'il lui restait encore. Pendant ses promenades, elle s'arrêtait souvent pour réfléchir à tout ce qu'elle avait perdu en s'accrochant à une relation qui, maintenant elle le comprenait, ne lui avait jamais offert ce qu'elle méritait vraiment. Cette conscience, douloureuse mais libératrice, la poussait à faire une promesse solennelle à elle-même. Elle ne se laisserait plus jamais tomber de cette manière. Jamais elle ne laisserait quelqu'un d'autre la faire sentir moins. Avec cette détermination, Valeria s'est plongée complètement dans son processus de guérison. Elle s'est inscrite à de nouveaux cours, a repris ses routines d'exercice et s'est de nouveau intéressée à ses hobbies. Elle s'est même inscrite à un cours de yoga où elle a appris à respirer et à apaiser son esprit en moments d'anxiété. Ses parents l'observaient avec fierté, remarquant comment ses yeux retrouvaient leur éclat et comment le sourire revenait sur son visage, bien que d'une manière différente, avec une sérénité qu'elle n'avait pas auparavant. Les semaines se sont transformées en mois et Valeria a finalement commencé à se sentir stable. Elle avait retrouvé sa confiance et se sentait maître de sa vie, de ses décisions. C'est à ce moment précis de stabilité qu'un jour, son téléphone a sonné et elle a vu un numéro inconnu. Une sensation familière s'est emparée d'elle. D'une certaine manière, elle savait que c'était lui, Mathias. Avec le cœur battant, elle a rejeté l'appel sans hésiter. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'appels et de messages insistants. Mathias la cherchait, lui envoyait des textos et lui demandait de parler juste un moment. Valeria, dans un acte de soin personnel, ignorait chaque tentative de contact. Malgré les sentiments qu'elle gardait encore dans un coin de son cœur, elle savait que lui répondre signifierait ouvrir une porte qu'elle avait déjà fermée. Ses amis et sa famille l'encourageaient à rester ferme. Certains l'ont même réprimandé pour envisager la possibilité de parler avec lui. « Tu ne lui dois rien, Valeria, » lui disèrent ses amis. « Il t'a déjà fait assez de mal. Ne rouvre pas cette blessure. » Mais l'insistance de Mathias, les messages et la pression de ses propres pensées l'ont mené à un point de rupture. Après des semaines de résistance, Valeria a finalement décidé de se montrer. Elle a choisi de l'affronter et d'écouter ce qu'il avait à dire, certaine que cette fois, elle garderait le contrôle de la situation. La scène initiale s'est répétée, une chambre d'hôtel. Les retrouvailles, chargées de passion et de nostalgie, ont été un moment d'émotion intense, un moment où ils semblaient tous deux tenter de retrouver ce qu'ils avaient autrefois. Mais cette fois, lorsque l'intensité a diminué, Valeria n'a pas laissé le silence s'installer. Elle a posé la question qu'elle savait devoir poser. « Mathias, que va-t-il se passer maintenant ?» Mathias, qui jusqu'à ce moment-là avait montré une euphorie irrésistible à l'idée d'être avec elle, est resté silencieux, regardant le plafond comme s'il cherchait une réponse dans les ombres. Il a finalement rompu le silence avec une réponse qui a fait se contracter l'estomac de Valeria. « Valeria, ne me mets pas la pression. J'avais simplement ce besoin de te voir, d'être avec toi encore une fois, mais je ne suis pas prêt pour quoi que ce soit de sérieux. » Les mots de Mathias sont tombés comme un seau d'eau froide. Valeria a ressenti un mélange de colère, de tristesse et de déception. Tout ce qu'elle avait cru, l'espoir qu'elle avait abrité, s'est effondré en un instant. Mathias avait juste cherché à satisfaire son propre désir, sans considérer les conséquences pour elle. La scène restait suspendue dans un silence déchirant, incapable de comprendre la douleur qu'il venait de lui infliger. Il la regardait tandis que Valeria traitait ce qu'elle venait d'entendre, sentant une flamme de détermination commencer à s'allumer en elle. Ce qui suivrait serait une analyse approfondie de ce que signifiait vraiment cette rencontre et comment ces décisions l'amèneraient finalement à un point de non-retour dans sa vie. À la fin de cette analyse, nous découvrirons ce qui est réellement arrivé à Valeria. Nous allons faire une pause ici pour examiner en profondeur ce qui s'est réellement passé dans l'histoire de Valeria et pourquoi sa rupture avec Mathias a laissé des cicatrices si profondes dans sa vie. Nous nous baserons sur des contributions psychologiques de figures clés comme Freud, Walrizzo, Rolando et d'autres experts qui ont exploré l'impact émotionnel des relations et les mécanismes derrière la douleur et la dépendance émotionnelle. Cette analyse n'éclairera pas seulement le processus de chute et de récupération de Valeria, mais expliquera aussi le phénomène du syndrome de sevrage dans les relations
et pourquoi Mathias est finalement revenu, bien que ses intentions restent ambiguës et sans engagement réel. Pour comprendre pourquoi Valeria s'est effondrée de manière si dévastatrice après la rupture, nous devons considérer que sa relation avec Mathias était devenue le centre de son identité et de sa stabilité émotionnelle. Comme l'expliquait Freud, les relations qui développent un lien de dépendance émotionnelle intense configurent souvent la base de l'ego de l'individu. Autrement dit, Valeria avait lié son estime de soi et son sens du but dans la vie à Mathias, et la rupture représentait dans son esprit la perte de tout ce soutien. Walter Rizzo, dans son livre « Aimer ou dépendre », souligne que lorsqu'une personne dépend émotionnellement d'une autre pour se sentir complète, la perte n'est pas vécue simplement comme une séparation, mais comme une sorte de mort émotionnelle. La dépendance émotionnelle génère une addiction au partenaire, et, dans le cas de Valeria, la relation avec Mathias n'était pas seulement de l'amour, c'était un refuge et une forme de validation. Ce type de dépendance est particulièrement destructeur parce que, comme l'emphase Rizzo, il implique un lien asymétrique dans lequel l'un des membres devient le soutien émotionnel de l'autre. Dans ce contexte, la douleur de Valeria était inévitablement profonde, car en perdant Mathias, elle a également perdu cette partie de son identité dans laquelle elle s'était réfugiée pendant si longtemps. Après la rupture, Valeria a éprouvé ce que nous connaissons sous le nom de syndrome de sevrage émotionnel, un terme utilisé pour décrire la douleur et le vide ressenti après une perte affective profonde. De manière similaire au syndrome de sevrage qui se produit dans une addiction aux substances, l'individu qui souffre de cette condition présente une série de symptômes physiques et psychologiques lorsqu'il est privé de la relation. La psychologie explique ce phénomène par les effets biochimiques de l'amour dans le cerveau. Les émotions d'attachement, explique Goiko Ekea, génèrent des substances chimiques comme la dopamine et l'ocytocine, qui provoquent du plaisir et de l'attachement. Lorsque la relation se rompt, le cerveau entre dans une sorte de crise de sevrage due au manque de ces stimuli. Cet effet est précisément ce qui a rendu difficile à Valeria de lâcher prise sur Mathias, car son cerveau associait sa présence à une sensation de bien-être et de sécurité. La récupération de Valeria a été authentique et profonde, précisément parce qu'elle a choisi de ne pas chercher son ex-partenaire. Au lieu de cela, elle s'est consacrée à un travail de guérison personnelle, explorant son identité, apprenant à être avec elle-même et à reconstruire son estime de soi. Son processus de récupération a été un exemple d'authenticité, car elle ne dépendait pas de facteurs externes ni de nouvelles relations pour guérir. Elle a pris la responsabilité de son propre bien-être émotionnel et, ce faisant, a commencé à transformer sa douleur en une force qui lui a permis de renaître. Cette transformation a été fondamentale pour sa guérison et est un exemple de ce que les experts appellent la résilience. Au lieu de chercher des réponses dans le passé ou chez quelqu'un d'autre, Valeria s'est concentrée sur sa propre croissance et sa guérison. C'est ici que se présente le phénomène qui explique pourquoi Mathias l'a recontactée lorsqu'elle avait déjà atteint une certaine stabilité. D'un point de vue psychologique et économique, cela peut être expliqué par la théorie de l'offre et de la demande. Ce qui est rare devient plus précieux, tandis que ce qui est abondant tend à perdre de son attrait. L'esprit humain a tendance à revaloriser ce qu'il n'a plus, tandis qu'il méprise ce qu'il possède facilement. Mathias, n'ayant plus Valeria à sa disposition, a commencé à ressentir un vide similaire à celui qu'elle avait ressenti à son moment, ressentant le besoin de récupérer ce qui avait été perdu. L'absence de Valeria a provoqué en lui une réaction de restructuration de la valeur, une tendance commune dans le comportement humain où l'esprit associe ce qui est rare ou absent à quelque chose de précieux. Comme l'indique Rolando, ce qui est perçu comme rare devient un bien précieux, et Mathias, en ressentant l'absence de Valeria, a commencé à idéaliser son souvenir. Même sans pratique, il ne souhaitait pas une relation sérieuse avec elle. Ce phénomène d'attraction pour ce qui est absent est précisément l'erreur que Valeria a commise en cédant à lui au premier contact, se livrant sans mesurer si son retour était sincère ou si cela ne répondait qu'à l'attraction passagère de ce qu'elle ne peut pas avoir. En cédant si rapidement, Valeria a commis l'erreur de réaffirmer sa disponibilité, quelque chose que de nombreux experts déconseillent. Céder à la première indication d'intérêt, surtout lorsqu'une relation a été source de douleur,
tend à générer un schéma de recherche et de rejet où l'individu qui revient se sent attiré par le défi, mais pas assez engagé pour construire quelque chose de stable. Il avertit que lorsqu'une personne revient sans un changement fondamental, c'est par besoin de gratification temporaire et non par un désir authentique de reconstruire la relation de manière saine et réciproque. Nous avons exploré le contexte psychologique de cette histoire et ce qui se passe lorsque les relations sont guidées par un mélange de dépendance émotionnelle et de peur de la perte. Mais ce n'est pas la fin. Il nous reste la dernière partie de cette histoire, où quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire, et que, sans aucun doute, tu ne voudras pas manquer. Valeria se retrouva seule dans la chambre d'hôtel, les mots de Mathias résonnant dans son esprit comme un écho cruel. Assise au bord du lit, elle sentit les larmes brûler ses joues. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de tristesse, c'était un mélange dévastateur d'humiliation et de colère. Son corps tremblait, ses mains étaient froides et sa poitrine oppressée. Elle prit le téléphone et, sans réfléchir à deux fois, composa le numéro de sa meilleure amie, Carla. « Carla, tu ne sais pas ce qui s'est passé, » dit-elle, en plongeant entre des sanglots et en luttant pour contrôler sa respiration. Carla écouta Valeria raconter ce qui s'était passé, chaque mot chargé de douleur. Lorsque Valeria eut fini de parler, il y eut un silence rempli d'une colère contenue et silencieuse. « Dis-moi, où est-ce… » Carla s'arrêta, mais l'indignation dans sa voix était palpable. « Je vais lui parler… » Et sans attendre de réponse, Carla raccrocha, prit les clés de sa voiture et sortit à toute vitesse avec la détermination de défendre son ami une bonne fois pour toutes. Elle savait que Mathias avait l'habitude de passer du temps dans un café voisin et, en arrivant, elle le trouva assis seul, avec une expression oscillant entre le calme et l'indifférence. Carla s'approcha de lui et, sans lui laisser le temps de réagir, le gifla avec une force qui fit tourner plusieurs personnes dans sa direction. La fureur qui la consumait était si intense que sa main tremblait. « Quel genre de psychopathe es-tu, Mathias ?» lui reprocha-t-elle, la voix tremblante de rage. « Avec quel droit oses-tu jouer avec les sentiments de Valeria de cette façon ? Tu es un lâche, un maudit lâche !» Mathias la regarda mais ne répondit pas. Son visage restait inexpressif, ne montrant ni fierté ni regret, ce qui mit encore plus en colère Carla. Le manque de réaction de sa part lui révéla une indifférence qui la glaça. « Tu n'as même pas une once de… » continua Carla, sa voix ferme. « Un jour tu vas regretter le mal que tu lui as fait. Souviens-toi bien de ça, Mathias. Tu es la pire espèce d'homme. » Sur ces mots, Carla se retourna et sortit du café, laissant Mathias avec son silence. En arrivant chez Valeria, elle la trouva en plein milieu d'une scène encore plus tendue. Les parents de Valeria, avec des regards de déception et de tristesse, la réprimandaient. Son père, toujours si patient, ne put cette fois se contenir. « Valeria, comment as-tu pu laisser entrer un tel type dans ta vie encore une fois ?» Sa voix était basse, mais chaque mot était chargé de préoccupation et de reproches. « Tu ne sais pas combien cela nous a fait mal de te voir tomber la première fois. Et maintenant, pourquoi, fille ?» Valeria, qui s'était effondrée quelques minutes auparavant, prit une profonde inspiration. Quelque chose dans l'indignation de son père et le réconfort silencieux de sa mère la fit réaliser qu'elle ne voulait plus jamais retourner dans ce puits sombre de dépendance et de souffrance. Cette fois, elle prit le contrôle de ses émotions et, regardant ses parents avec gratitude, hocha la tête. « Vous avez raison. »« Pardonnez-moi, » murmura-t-elle, avec un mélange de regret et de force renouvelée. « Je ne retomberai plus là-dedans, je le jure. » Ses parents, voyant sa sincérité, l'enveloppèrent dans leurs bras. Carla, qui avait entendu les derniers mots, s'approcha et rejoignit l'étreinte. Cette nuit-là, entourée des personnes qui l'aimèrent vraiment, Valeria sentait qu'elle pouvait enfin avancer. La trahison et la douleur étaient encore là, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son cœur. Une résolution ferme, une promesse faite à elle-même de ne jamais plus laisser quelqu'un jouer avec ses sentiments. Cette nuit-là, Valeria réfléchit profondément. Elle comprit quelque chose qui lui avait jusqu'alors échappé. « Oui, tout le monde revient », pensa-t-elle, se remémorant toutes ces paroles qu'elle avait un jour entendues sur les retours des ex-partenaires. Ils ne reviennent pas toujours pour les bonnes raisons. Mathias était revenu, oui, mais pas parce qu'il l'aimait, ni parce qu'ils souhaitaient un avenir ensemble.
Il était revenu parce que le confort de ce qu'il connaissait lui avait donné une satisfaction momentanée, parce que l'absence lui avait donné une fausse valeur. Mais au fond, il était juste revenu pour lui faire du mal à nouveau, pour lui donner le coup fatal. Cette nuit-là, Valeria partagea une réflexion avec elle-même. Il est vrai que parfois, les hommes et les femmes reviennent, mais ce n'est pas pour guérir ni pour réparer. Ils reviennent parce qu'ils ne supportent pas l'idée d'être seuls, d'affronter leur propre vide, et quand une personne revient par égoïsme, c'est seulement pour répéter le cycle de la souffrance. Moi, par désir de trouver l'amour, je me suis perdu, plus jamais. Aujourd'hui, je choisis l'amour de moi-même, car j'ai compris que personne ne peut remplir un vide que seul moi peut guérir. Avec le passage des jours, cette promesse est devenue son mantra. Elle a commencé à travailler sur elle-même, récupérant peu à peu sa vie. Elle a trouvé un nouvel emploi, un où ses collègues l'appréciaient pour son professionnalisme et son énergie renouvelée. Elle se levait tôt, prenant le petit déjeuner avec ses parents, partageant des rires qu'elle pensait avoir perdus pour toujours. Ses jours étaient désormais remplis de paix, entourée de personnes qui l'aimaient réellement. Un an plus tard, Valeria était une personne renouvelée. La nuit où elle a décidé de fermer définitivement la porte à son passé a marqué le début de sa véritable guérison. Lors d'un petit déjeuner tranquille avec ses parents et sa meilleure amie, elle parlait de futurs voyages et de nouveaux projets. Ses yeux brillaient d'une confiance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Cette fois, elle ne dépendait de personne pour être heureuse. Elle s'était retrouvée et cela l'avait rendue plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle était sortie du trou, non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce qu'elle s'était rendue compte que l'amour de soi était le seul amour qui pouvait réellement la sauver. Analysons ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire, en dénouant le comportement de Mathias et comment la relation de Valeria a été affectée par un phénomène commun mais dangereux, l'effet de rareté et d'abondance dans les relations. La phrase « tu te perds », puis ils ont besoin de toi, mais ils ne t'aiment pas, est l'essence de cette dynamique. Quand quelque chose ou quelqu'un devient rare dans la vie d'une personne, sa valeur augmente dans la perception de celui qui le perd, même si cette valeur ne repose pas toujours sur un véritable amour, respect ou engagement. En revanche, cette évaluation naît souvent d'une réaction impulsive face à la perte, une façon de satisfaire l'ego ou de remplir un vide momentané. Mathias n'est pas revenu avec des intentions sincères ni avec la détermination de construire une relation solide. Son retour était motivé par un besoin de combler sa propre carence émotionnelle, par l'absence de Valeria dans sa vie, ce qui a activé en lui le désir de posséder à nouveau ce qui lui avait appartenu autrefois. C'est un avertissement crucial. Les personnes qui reviennent uniquement parce qu'elles ont besoin de vous réagissent plus à une impulsion réactive qu'à un véritable amour. Comme dirait Rolando, celui qui revient sous la présomption de nécessité et non d'amour cherche simplement à se réaffirmer, à remplir un vide temporaire. Le danger de tomber dans les déboires émotionnels de personnes qui disent avoir besoin de vous réside dans le fait que, bien souvent, ce besoin est transitoire et égocentrique. Il n'est pas fondé sur un désir profond d'aimer et de respecter l'autre personne, mais sur l'idée de satisfaire leur propre manque émotionnel. Valeria a appris que l'abondance d'émotions effusives peut être trompeuse quand elle n'est pas accompagnée d'action et d'engagement réels. Et c'est ici que l'importance de la logique et du calme entre en jeu face à l'euphorie des mots vides. Quand quelqu'un revient avec un enthousiasme éphémère, il est vital de s'arrêter et de questionner la logique derrière ses paroles et ses actes. Cherche-t-il réellement votre bien-être ou souhaite-t-il simplement résoudre leur propre malaise? Cette analyse nous invite à garder à l'esprit que, face à ces situations, la raison doit prévaloir sur l'émotion. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de reconnaître que l'amour authentique et l'engagement ne se manifestent pas à travers des mots impulsifs ni des actes éphémères. Maintenant, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà vécu quelque chose de similaire à ce que Valeria a vécu? Si oui, qu'as-tu appris de cette expérience? Quelle leçon emportes-tu de cette vidéo? Si tu es convaincu que tu ne dois jamais donner de seconde chance à quelqu'un qui revient seulement sous l'excuse de besoin, écris dans les commentaires. Je ne me laisserai jamais tromper.